La consultation, c'est vraiment, je vous dis, les personnes sentent très bien quand c'est pas pareil. C'est-à-dire, tout le monde a déjà expérimenté que vous avez oublié votre téléphone, vos clés, ou vous savez plus vraiment où se trouve la voiture, et vous n'allez pas forcément aller consulter, ou en tout cas, vous vous dites pas, oui, là, je développe un Alzheimer, ou en tout cas, voilà, je suis inquiet. On sait que les personnes qui sont inquiètes suffisamment parce que les troubles sont récurrents, rien que la plainte en elle-même est un facteur de risque de ce type de pathologie. L'inquiétude sur des troubles récurrents également. Et donc, le mieux, c'est le rentrer dans le parcours de soins avec le médecin généraliste. Ça peut être aussi, en fait, un accès direct au centre mémoire ou aux consultations mémoire. Il y a un site internet qui est le site de la Fédération des centres mémoire, la FCM, qui permet justement en fonction de votre localisation, de vous donner le centre mémoire le plus proche, en fait, de chez vous. Le professeur Audrey Gabel est une neurologue spécialisée dans les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer. Elle est professeure de neurologie à l'Université de Montpellier, où elle se consacre à l'excellence dans le diagnostic, l'étude des biomarqueurs, la prédiction et le développement d'une médecine personnalisée, notamment dans les formes précoces de ces pathologies. Le récit alterne entre le parcours d'Audrey, investie dans les différentes pistes pour améliorer la prise en charge, les soins et les avancées de la recherche, et celui de Jeanne, dont les repères s'effacent progressivement au fil de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ah, c'est pas croyable ça. Mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes chaussures? Alors, je vais regarder Non. Qui a pu piquer mes chaussures? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont-ils partis avec mes godasses? C'est fort, hein? Moi, j'ai toujours voulu faire neurologie, ou en tout cas toujours voulu faire médecine. J'ai découvert ça quand j'avais 5 ans chez un dermatologue et j'ai trouvé ça en fait tout à fait passionnant parce que elle m'a juste regardée, elle a fait un diagnostic, elle a prescrit des traitements et en fait ça allait mieux. Et donc du coup je me suis dit mais c'est quoi cette profession absolument extraordinaire où regarder les gens, avoir la connaissance par rapport à une pathologie et pouvoir en fait soigner des gens. Du coup, je suis sortie de cette consultation en disant c'est ça que je veux faire comme travail. À ce moment-là, ma mère m'a dit tu sais, c'est quand même long, c'est compliqué, voilà. Mais si c'est ce que tu veux faire, tu vois, tu pourras tout à fait le faire. Après, j'ai finalement pas fait dermatologie, j'ai fait plutôt neurologie. Grâce à des rencontres au cours de l'adolescence. En particulier, un des voisins avait des connaissances en chirurgie. Et comme je voulais faire médecine, du coup, il m'a dit si tu veux faire médecine, il faut aussi que tu puisses savoir si ça te convient, si ça va pas être trop dur. Viens au bloc et puis on verra. Et donc, j'ai assisté ma première intervention. C'était un bloc à cœur ouvert. C'était pour une transplantation cœur-poumon, donc un bloc qui était quand même très très lourd. Et bien sûr, nombreux étaient ceux autour du bloc qui avaient parié que j'allais tomber dans les pommes, bien évidemment. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a paru vraiment absolument extraordinaire comme intervention. Et à côté, il y avait en fait une chirurgie cérébrale pour un traumatisme lié à un accident de la route. Et donc, après l'intervention cardiaque, j'ai donc été assistée à l'intervention cérébrale. Et la première fois que j'ai vu un cerveau battre, puisque en fait le cerveau du coup prend la tension artérielle, donc au même titre que le cœur, vous le voyez s'expandre et battre, respirer. J'ai dit ça c'est forcément ça. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Alors à l'époque, des femmes en neurochirurgie, il y en avait pas beaucoup. Il y en a toujours pas assez.
toujours pas beaucoup, mais du coup, j'ai commencé par ça. Puis après, en fait, j'ai fait neurologie pour comprendre, enfin, c'est pareil, c'était vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau. Et depuis, il y a toujours tellement de choses qu'on comprend pas. Donc, c'est à la fois stimulant et passionnant. Audrey Gabelle, 49 ans, neurologue. Et vos études de médecine, vous les avez faites où ? Alors j'étais sur Paris à l'époque, j'étais au Kremlin-Bicêtre, ça dépendait de la faculté d'Orsay. J'étais aussi à la Salpêtrière pour une partie de la neurologie. Alors à l'époque, j'ai un peu triché sur les stages. C'est-à-dire que j'ai fait neuroradio, neuropédiatrie, neurologie. Dès qu'il y avait neuro quelque chose, en fait, j'essayais d'avoir le stage. Donc à défaut d'autres stages qui auraient été peut-être plus instructifs sur de la médecine au sens large, mais j'étais déjà très orientée sur cette surspécialité. Dans le médical, il y avait d'autres personnes dans votre famille qui étaient... Alors pas du tout. C'est aussi une belle histoire de méritocratie et de travail parce que ça a été beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices, mais qui n'était pas pour moi vécu comme des sacrifices parce que c'est vraiment une passion, mais ça a été, je sais aussi pour ma famille, un peu de sacrifice parce que il y a plein de fois, on peut pas recevoir des gens quand vous passez l'internat, quand vous passez la première année de médecine, c'est un peu, on va dire pas un couvent, mais presque. Vous devez beaucoup travailler et donc il faut être aussi très entouré pour des gens qui comprennent que c'est vraiment une passion et que vous les délaissez pas parce que vous devez travailler, mais que c'est même pas un travail en fait pour vous. Bonjour. Alors, mais vous n'êtes que tous les deux là ? Oui. Vous mangez à la maison ce soir ? Je crois que vous vous trompez, madame. On ne se connaît pas. Ah bon ? Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Pardonnez-moi. Merci. Donc vous avez l'aspect internat, donc l'aspect spécialité sur la neurologie. Et au sein de la neurologie, il y a plusieurs surspécialités. Donc au départ, j'ai été formée dans différents axes, donc l'aspect neurologie périphérique, l'aspect neurologie centrale, les AVC, voilà. Et puis j'ai été assez rapidement intéressée justement à l'aspect de compréhension plutôt centrale cérébrale et donc aux pathologies plutôt neurodégénératives. J'ai fait ma thèse sur les maladies frontales, donc les démences frontotemporales, à la Salpêtrière avec le professeur Dubois et aussi bien évidemment avec l'équipe du professeur Touchon à Montpellier. Et du coup, basé sur ces éléments comportementaux, cette connaissance sur le fonctionnement des différentes zones cérébrales. Progressivement, comme la démence frontotemporale est une pathologie plus rare, l'ensemble du champ des maladies neurodégénératives se sont un peu orientés sur des pathologies entre guillemets plus fréquentes, dont la maladie d'Alzheimer. Dis donc, Catherine, peux-tu me dire où mon père est passé ? Oui, je peux tout te dire. Il est décédé ? Oui. Et depuis quand ? En 80, il est mort. Hein ? Ici à Nice, en 80. Mais comment se fait-il qu'on ne me dise rien ? Pourquoi on n'est pas allé à son enterrement ? C'est toi qui t'es occupé de tout. Tu l'as enterré, tu as enterré ta Qui l'a quoi ? Tu t'es occupé de tout son enterrement. Oh ça m'intéresse pas de les voir enterrés. Moi, je voulais pas les faire enterrer, je voulais les garder, mes parents. Bien sûr, maman, mais à 96 ans, quand ils sont morts, on n'a pas le choix. Je suis arrivée il y a 20 ans maintenant à Montpellier, donc ça fait quand même plusieurs années. J'avais déjà ma thèse de médecine à Montpellier. J'ai fait aussi beaucoup de formations spécifiques sur Montpellier. Après, j'ai été à l'étranger dans le cadre des formations de thèse de sciences, de post-doc et aussi d'extension de formation, puisque depuis quelques années, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on s'intéresse de plus en plus à diagnostiquer ou à déterminer, à détecter les personnes atteintes ou à risque de développer cette maladie le plus tôt possible. Et donc, il y a beaucoup de travaux de recherche qu'on a menés aussi avec l'étranger sur les marqueurs dans le liquide cérébrospinal, donc le liquide qui entoure le cerveau, mais aussi des marqueurs sanguins. Et maintenant, on s'oriente, en tout cas moi je me suis beaucoup orientée sur l'intelligence artificielle, les outils digitaux, et comment ils peuvent nous aider à détecter pour mieux en fait aussi prendre en charge et pour développer la médecine personnalisée comme on le fait en oncologie, mais là sur le champ des maladies neurodégénératives. Voilà. Mais en ce moment, je ne le vois plus, Robert. Je trouve ça pas très normal quand même.
Hein? Il y a un moment qu'on ne l'a pas vu. C'est idiot, si je téléphone chez lui, je ne sais pas trop où il habite, je sais que... Mais il habitait là, non? Hein? Il habitait là? Oh non, il n'habite pas chez moi. Non, non. Robert, mon mari, oui, je confonds. J'ai Robert, mon mari, oui, il dormait là, oui. Robert. Je ne le vois plus, Robert, comment ça se fait? Ce qui est vraiment très important, c'est dès qu'il y a une plainte, dès que la personne ressent une différence par rapport à ses performances antérieures, de pouvoir consulter, de pouvoir en fait avoir un avis. Parce que heureusement, tous les troubles de la mémoire ne sont pas une maladie d'Alzheimer. Il y a plein d'autres raisons, dont des raisons aussi qui peuvent être bien pris en charge rapidement. Il y a des éléments qui peuvent être en lien, bien sûr, avec la dépression, les troubles du sommeil, des facteurs vasculaires, d'autres facteurs environnementaux ou des facteurs de vie. Donc, la peur liée à la maladie d'Alzheimer, qui est vraiment très très importante partout dans le monde, c'est certainement la deuxième grande maladie après les cancers qui font peur aux gens, et peut-être encore plus parce que ça touche l'identité de la personne, ça touche en fait une partie de sa vie, de ses interactions avec sa famille, avec ses proches. Donc du coup, c'est vraiment essayer d'identifier les personnes le plus tôt possible, parce qu'on sait que plus on les prend en charge tôt, c'est-à-dire gérer les facteurs modifiables, donc l'activité physique, la stimulation, les aspects de sommeil, la nutrition, tous les facteurs potentiellement modifiables, qui sont maintenant très bien décrits par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a de beaux papiers décrivant ces facteurs modifiables sur l'ensemble des démences et en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Donc on peut jouer sur l'ensemble de ces facteurs potentiellement modifiables. Et maintenant, on a aussi des traitements qui ont été approuvés par l'Agence européenne du médicament et dont on espère avoir très prochainement l'accès en France. Et on sait que sur toutes ces années de recherche, plus les patients sont traités tôt et plus on développe ces axes de prévention, plus la trajectoire cognitive, elle est lente, ou en tout cas, ça évite d'avoir à atteindre les stades de perte d'autonomie. Donc vraiment, un des messages, c'est le diagnostic ou la détection le plus tôt possible et que la personne rentre dans le parcours de soins, en fait, le plus tôt possible. Mais alors, c'est-à-dire quand consulter, qui, quoi, où, comment Alors en fait, la consultation, c'est vraiment, je vous dis, les personnes sentent très bien quand c'est pas pareil. C'est-à-dire tout le monde a déjà expérimenté que vous avez oublié votre téléphone, vos clés, ou vous savez plus vraiment où se trouve la voiture. Mais ça, vous savez que vous avez mal dormi, vous êtes inquiet, vous avez plein de raisons et vous n'allez pas forcément aller consulter, ou en tout cas vous vous dites pas oui, là je développe un Alzheimer, ou en tout cas je suis inquiet. On sait que les personnes qui sont inquiètes suffisamment parce que les troubles sont récurrents, en fait, rien que la plainte en elle-même est un facteur de risque de ce type de pathologie. L'inquiétude sur des troubles récurrents également. Et donc, le mieux, c'est le rentrer dans le parcours de soins avec le médecin généraliste. Ça peut être aussi, en fait, un accès direct au centre mémoire ou aux consultations mémoire. Alors, il y a tout un maillage territorial. Il y a des consultations mémoire aussi en libéral, au-delà des aspects de centre hospitalier ou de CHU. Donc, on a quand même cette chance de ce maillage territorial en France, qui n'est pas le cas sur plein d'autres pays. Et donc, c'est aussi la connaissance, finalement, de où aller. Il y a un site internet qui est le site de la Fédération des centres mémoire, la FCM, qui permet justement, en fonction de votre localisation, de vous donner le centre mémoire le plus proche en fait de chez vous. Et est-ce qu'il y en a suffisamment ? Est-ce que le temps d'attente n'est pas trop long pour avoir un rendez-vous ? Alors c'est toujours trop long, bien évidemment. Normalement, on essaye de prendre surtout les premières fois le plus rapidement possible. Il y a à peu près plus de 400 consultations mémoire réparties sur l'ensemble du territoire. La moyenne nationale est autour de 6 à 9 mois d'accès, mais ça dépend des centres, ça dépend aussi de la plainte. Et puis on est en train de développer en fait des parcours patients. On arrivera à déterminer les personnes qui pourraient bénéficier de ces nouveaux traitements et de leur permettre d'avoir un accès plus rapide aux consultations pour éviter une potentielle perte de chance de ne pas pouvoir bénéficier de ces traitements.
Si on a 45 ans, on a une plainte. Est-ce qu'on est pris au sérieux autant que si on a 60 ou 70 ans? On prend entre guillemets tout le monde au sérieux parce que malheureusement aussi, il y a des formes génétiques de la pathologie qui peuvent survenir bien avant 60 ans. C'est heureusement rare. Il y a aussi sur le territoire des centres qui sont des centres référents pour les formes génétiques ou les démences rares. C'est aussi intéressant de pouvoir avoir accès à des centres de surexpertise dans ces domaines. Alors bien évidemment, l'âge est un facteur de risque en soi. Donc plus on avance en âge, plus on a un risque de développer ce type de pathologie. Mais il y a aussi des personnes à 95 ans qui n'ont pas du tout cette maladie et donc qui sont tout à fait protégées aussi. On peut avoir une sorte de répartition de l'âge en fonction de la surspécialité. En général, les patients au-delà de 80-85 ans sont peut-être plus vus en gérontologie, en gériatrie, parce que il y a souvent une polymédicamentation, une polypathologie, et donc la prise en charge est un peu différente. En tout cas, le bilan est le même, quel que soit l'âge. C'est plutôt les symptômes cliniques, la plainte, et puis bien sûr les tests et les examens qu'on va réaliser qui vont nous orienter pour le diagnostic. Tu vois, j'étais en train de relire les lettres. C'est une lettre de papa? C'est vraiment, oui. On ne sait pas où il est parti. Ben, il est mort, papa, tu sais. On ne l'a pas enterré. Si. Je trouve qu'il y a plus grand monde. T'as tous tes enfants. Anne, Catherine, Lisa, François, Christine, Jean et Agnès. Voilà. Des petits-enfants. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ben si, Anne en a 3, moi j'en ai 3, Isabelle en a 3. Oh, T'as 14 petits-enfants. tant que ça Je me souviens plus. Quel genre d'examen, une fois qu'on a notre rendez-vous au centre mémoire, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on va vous interroger, on va poser un certain nombre de questions sur justement la plainte, depuis quand, qu'est-ce que ça a aussi comme implication au quotidien, quelle est la nature de cette plainte. On va vous interroger aussi sur les facteurs de risque, sur vos antécédents personnels, les antécédents familiaux, sur la prise des médicaments, sur aussi votre entourage, si vous vivez seul, un certain nombre de facteurs d'isolement, de dépression, de troubles du sommeil, de nutrition, enfin un certain nombre de facteurs dont on sait qu'ils peuvent du coup impacter les troubles cognitifs. Suite à ça, vous allez aller à la consultation mémoire où on a à la fois un examen neuropsychologique qui peut être, on va dire, assez général pour voir l'évaluation des fonctions cognitives, de la mémoire, du langage, de la gestuelle, de la capacité à planifier, à organiser, à avoir un temps de réaction, etc. Et puis en fonction de ça, on va refaire des tests plus détaillés avec une neuropsychologue. Ces tests peuvent durer 1h30, 2 heures. Il y en a des tests aussi chronométrés, il y a des tests qui vont être adaptés aux difficultés ou au niveau socioculturel aussi de la personne, puisque les personnes qui ont un très haut niveau socioculturel, on doit aller chercher un peu plus des tests plus subtils pour détecter les modifications de la performance par rapport à l'antériorité. Et à l'inverse, des personnes qui ont un bas niveau, qui même parfois ont de l'illettrisme ou des difficultés de langage par rapport à leur langue maternelle, on va dire, du coup, on a besoin aussi d'adapter les tests pour pouvoir vraiment analyser les performances cognitives de la personne. Et à quel moment est-ce que vous intervenez ? Lors de cette consultation-là médicale, on fait aussi les tests et puis on va en fait, alors soit le médecin généraliste a déjà ordonner en fait l'IRM. Dans ce cas-là, on va déjà voir le patient avec de l'imagerie cérébrale. Cette imagerie, elle a plusieurs fonctions. Elle sert déjà à éliminer les causes telles que les tumeurs cérébrales, telles que les AVC, telles que les aspects infectieux ou inflammatoires. Et puis on va regarder s'il y a des zones d'atrophie, des zones où il y a une perte de cellules, une perte de substances, en particulier dans les zones de la mémoire, donc comme la zone de l'hippocampe, qui est vraiment la mémoire immédiate, la mémoire, ce qu'on appelle épisodique, donc des faits récents. Et on va regarder s'il n'y a pas d'autres zones qui sont aussi atrophiques, ce qui peut nous orienter sur d'autres pathologies que la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas s'il vit, s'il est mort. Dire que je l'ai su à un moment, il n'y a pas longtemps, Oui, puis que c'est parti. il est mort, oui. Il est mort. Oui. Il était malade, tu sais, il était malade. Ah oui. Il avait une leucémie. Ah oui. Et la guerre d'Indochine, ça, tu t'en souviens un peu de...
de tous Oui. ces jeunes. Beaucoup ces de jeunes choses gens. m'échappent. Ouais. Mais C'était un peu la boucherie quand même. la guerre d'Indochine, c'était très dur. Ouais. Très dur. Ah oui. Et en tant qu'infirmière, tu as dû en voir oui. de toutes les couleurs. Ah oui, alors ça, c'est bien parce que ça te mobilise, ça t'oblige. À faire Tu des vois, choses. Ouais. tu demandes rien. Madame Bourget, là-bas, tu vois, hop, je cours. Ah oui, j'ai couru, quand même. Oui, beaucoup couru, oui. Tu vois, peu de choses, pouf, ça revient. C'est très Oui, T'as beaucoup d'émotions quand tu penses à ça. Ah Ouais, oui. ouais. c'était dur, cette guerre d'Indochine. Ah oui. Dur. Puis j'étais toute seule. On suit les patients. On a des consultations de première fois où on va aider en fait au bilan, au diagnostic le plus précis possible, mettre en place en fait des stratégies ou de prévention ou de traitement ou d'essais thérapeutiques, puisque notre centre aussi, on a une partie qui fait à la fois de la recherche pour comprendre la maladie, pour avoir des outils de diagnostic, de pronostic, de suivi, mais aussi tester des nouvelles molécules ou des innovations. Donc on va pouvoir proposer ces différents aspects-là aux personnes. Et puis derrière, on va les suivre. Alors après, si c'est des personnes qui habitent aussi très loin, puisqu'on est un centre de référence, donc on voit les gens aussi en recours. Dans ce cas-là, on peut aussi faire un suivi qui est un suivi partagé avec la consultation mémoire plus locale pour éviter le fardeau un peu trop lourd des allers-retours. Mais on a aussi vocation tout à fait à suivre les patients tout au cours de leur parcours. Tu crois que tu pourrais rester à vivre dans cette grande maison encore toute seule? Ici, là, Ouais. oui, peut-être, veux-tu que j'aille? Dans une maison de retraite, non? Oh non. Oh, écoute, ça, je ne peux pas. Non. Je préfère être chez moi, avoir une femme de ménage qui m'aide, hein? Et puis, voilà. Chez moi, je peux sortir, je peux aller cueillir des fleurs dans mon jardin, je peux faire beaucoup de choses que j'aime. Et puis, avoir mes parents près de moi. Sans eux, je serais malheureuse, certainement. J'ai plein d'activités. Donc en effet, j'ai la partie de consultation où je vois les patients et j'ai la partie recherche où on développe justement des protocoles, où on interagit aussi avec les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir proposer à nos patients des essais thérapeutiques et les faire rentrer dans des tests de molécules. J'interviens aussi beaucoup pour essayer de promouvoir justement l'aspect d'innovation en fait en France, dans notre centre à Montpellier, mais aussi de façon beaucoup plus globale. Donc travailler avec des collaborations à l'international pour pouvoir avoir aussi du financement pour développer les projets et comprendre aussi comment ça fonctionne dans d'autres pays. C'est aussi très intéressant de pouvoir comparer les parcours de soins qui peuvent être différents, de pouvoir importer en fait des innovations. Donc on a essayé d'importer les aspects qui avaient été développés aux États-Unis quand j'y étais. On essaye aussi de travailler avec des pays qui développent des nouveaux algorithmes, des nouveaux logiciels pour pouvoir faire de la prédiction, de la détection, et c'est d'implémenter le plus possible pour justement vraiment permettre aux patients français d'accéder au meilleur et le plus rapidement possible, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident. Avec quel pays étranger vous travaillez le plus dans la recherche ? Alors beaucoup avec les États-Unis. À un moment donné, on avait beaucoup travaillé aussi avec la Chine, avec l'Asie de façon globale. Là, on est en train d'ouvrir aussi des champs avec les Émirats, puisque en fait, ils développent beaucoup de nouvelles technologies aussi. Donc, ils ont aussi des cohortes de patients intéressants. Mais c'est vrai que le noyau un peu central, au-delà de l'Europe, parce que de toute façon, on collabore beaucoup au niveau national. Notre centre, qui est le Centre Mémoire Ressources Recherche, il y a plusieurs centres de même type en France. J'avais eu l'honneur à l'époque d'être présidente de l'ensemble de la Fédération nationale française. Donc on collabore déjà de façon très étroite avec les centres français et aussi avec d'autres centres en Europe qui sont les centres d'excellence maladies neurodégénératives, auquel Montpellier est aussi un centre d'excellence. Et puis après, c'est beaucoup en effet les États-Unis pour le développement sur l'aspect biomarqueur et sur l'aspect détection.
Bon. Moi, je ne sais pas. Ils sont tous partis là. Moi, qu'est-ce que je fais là, dans le jardin? Qu'est-ce que je fais dans ton jardin? Ouais. Il y a des fleurs partout. Pauvres parents. On va pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Rien. Ouais. Là, il n'y a rien à bouffer. Catherine. Viens me chercher. Moi, je meurs ici. Toute seule. Oui, je meurs ici toute seule. Catherine. Viens au secours. Moi, je ne peux pas rester ici. Alors, Elle va venir, Catherine, mamie, tu sais? hein? Catherine, Oui, elle vient. elle vient ce soir, Ouais. mais elle vient toute seule Avec Isabelle. avec Isabelle. Elles viennent toutes les deux. Ouais. Au nom d'une pipe, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Attends, ça devrait être très sympa. Quels sont vos projets ? Mes projets, j'en ai plein. J'aimerais vraiment qu'on développe des cohortes avec l'utilisation de ces outils digitaux pour qu'on puisse en fait identifier en population générale les personnes qui sont les plus à risque de développer la pathologie. On est en train de développer aussi des cohortes pour de la médecine personnalisée, c'est-à-dire vraiment identifier les profils à l'échelle individuelle et leur proposer les meilleures stratégies de prévention pour cet individu-là. Beaucoup de médecine personnalisée au sens identification des répondeurs au traitement. Puisque plus on va avoir de traitements, plus on va pouvoir identifier ceux qui répondent au traitement. C'est-à-dire qu'on sait que chaque individu va répondre de façon différente et qu'il y en a qui sont des surrépondeurs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir des capacités de réponse au traitement qui, au lieu d'être dans les 30%, vont plutôt avoir 50% de différence de déclin, voire 80% de différence de déclin. Donc c'est comment on identifie ces répondeurs en fait au traitement pour leur proposer en fait le meilleur traitement adapté à ce qu'ils vont potentiellement répondre. Et puis c'est aussi des éléments de prédiction. C'est comment on arrive à prédire la trajectoire en fait du patient et intervenir sur cette trajectoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place qui va suffisamment changer la trajectoire du patient pour être impactant. Pas des aspects très généralistes finalement, mais vraiment presque une sorte de microchirurgie de la trajectoire cognitive du patient. Et puis, il y a plein d'autres axes qui sont des axes neurosensoriels. On a maintenant des capacités aussi d'identifier, par exemple, sur certains examens ophtalmologiques, des choses qui pourraient nous permettre de prédire l'amyloïde. On a des projets de recherche aussi sur l'audition, déterminer certains profils auditifs, alors indépendamment des surdités bien évidemment, mais des modifications en fait de ces profils auditifs qui sont potentiellement prédictifs de l'amyloïde ou de la tau. Donc c'est aussi comment finalement on arrive à élargir tous les signaux possibles, y compris les signaux comportementaux avec les outils digitaux, pour identifier les différents profils, parce qu'on sait que la maladie elle est très hétérogène, il n'y a pas un cas d'Alzheimer, il y a des centaines de cas d'Alzheimer, pour mieux comprendre ça, et développer après des stratégies. Et les stratégies thérapeutiques, elles sont pas forcément que médicamenteuses, elles peuvent être aussi non médicamenteuses. Et ça peut être une combinaison en fait des deux. Mais ce qui doit maintenant être développé, c'est vraiment de la stratégie à l'échelle individuelle pour être efficace pour un patient donné. Mais comment moi seule? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Ben, y a des gens avec toi, t'as vu? T'es plus toute seule dans ta grande maison. Hein? Tu n'es plus toute seule dans ta grande maison. De voir des gens que je connais pas. Non, c'est pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que... J'ai envie qu'ils s'en aillent. Et moi, je vais partir quelque part, c'est sûr. Je peux pas. Rester étouffée ici, je ne peux pas. Là, vous êtes quand même très optimiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas de pilule miracle qui, au même titre qu'un antibiotique, va complètement guérir la pathologie. Mais si on pense qu'on peut déjà la ralentir
par rapport à un état qui est un état tout débutant. Quand on discute de ça avec les patients et qu'ils vous disent « mais moi, si je reste déjà dans cet état-là, moi, j'ai pas de perte d'autonomie. J'ai une plainte, j'ai quelques difficultés, mais si on me dit vous allez rester dans cet état-là pendant encore plusieurs années avant vraiment éventuellement de décliner, moi je signe tout de suite. » Donc la perception aussi de l'impact de ces stratégies, elle est différente en fonction des stades. Et là, sur ce qu'on est en train d'aller, c'est les formes sans symptômes, c'est-à-dire les personnes qui ont des facteurs de risque, que ce soit l'amyloïde ou d'autres types de facteurs de risque, de les identifier pour leur proposer en fait des stratégies visant à ne jamais développer en fait les symptômes ou à les développer très tardivement, ce qui fait qu'ils gagnent des années en fait sans symptômes. Donc là, les prochaines cohortes qui sont en train d'être montées, en particulier aux États-Unis, mais qui sont en train d'arriver en Europe, c'est des cohortes de patients, on dit asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes. Ils peuvent avoir une forme d'inquiétude quand même, ou ils peuvent avoir une histoire familiale, ou ils peuvent avoir de la POE4, des facteurs de risque, mais ils n'ont pas de plainte, ou en tout cas ils n'ont pas de retentissement de leurs difficultés. Et donc, peut-être on n'aura jamais de traitement curatif, mais si on a un traitement préventif et qu'on vous dit, finalement, en moyenne, à 70 ans, on vous retarde l'arrivée de la maladie jusqu'à 90, ce serait quand même une belle réussite. Oui, c'est un bel objectif. Exactement. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si elle dort ou si elle est malade, la personne qui est là. C'est des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors tout le monde l'a attrapé. C'est pas vrai. Moi, je vais m'en aller. C'est pas le moment que je reste là, moi. Je tiens pas à l'attraper. J'en ai eu déjà un coin. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.